Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman, au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, entretien par téléphone avec le violoniste Alexis Gomez. Bonjour. Bonjour. Alors, si j'ai le plaisir de m'entretenir avec vous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes le premier violon du quatuor Akos, premier violon aux côtés de Aya Murakami, deuxième violon, Katia Pauline Altis et Cyrielle Golin au violoncelle, et que ce quatuor vient de faire paraître pour le label Nomade Music une très très belle intégrale des quatuors de l'opus 76 de Joseph Haydn, peut-être l'opus le plus célèbre de ces quatuors de Haydn qui ne manque pas de chef-d'œuvre. Je crois qu'il y a quoi, 68 chefs-d'œuvre dans les quatuors de Haydn, Alexis Gomez. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y en a, oui, c'est ça. Il y en a à peu près 70. Hein. Et c'est vrai que pour nous, c'était, on fait partie des œuvres un petit peu phares du quatuor à cordes. Et en fait, le quatuor Akos a commencé avec ces quatuors-là. On va dire notre formation même simplement de musicale de quatuor à cordes. Donc on les a beaucoup joués pendant 7 ans. On les a toujours eu au répertoire. On a passé des concours avec. Et puis quand l'occasion, avec la fondation Fravani, quand l'occasion s'est produite de pouvoir enregistrer un disque, ils étaient tout à fait ouverts à des propositions, n'importe quelle proposition. Et en fait, on avait le choix entre faire les derniers Schubert. Enfin, c'était notre souhait, les derniers Schubert ou les Haydn. Oui. Et il se trouve qu'en fait, on s'est dit, bon, pourquoi pas commencer historiquement aussi simplement par le compositeur qui a ouvert la voie à tellement d'œuvres, à tellement de choses, à tellement aussi de compositeurs après lui. Donc finalement, on voulait faire la philosophie aussi de notre quatuor, c'est plutôt d'enregistrer des intégrales, ou alors en tout cas de garder le même compositeur. Et donc là, plonger dans son discours, et même pour l'enregistrement, de rester dans un même univers, on va dire. Et là, donc, vous avez choisi, comme on dit, le père du quatuor à cordes, avec quand même, il y a l'opus 20, il y a l'opus 33, les groupes de chefs-d'œuvre ne manquent pas chez Haydn, mais vous avez peut-être choisi le plus imposant, le plus marquant. Est-ce que pour vous, c'est une musique qui ouvre la voie à Beethoven, ou alors c'est encore le grand classicisme, vraiment un modèle de classicisme? En fait, alors, pour nous, Haydn, il a la particularité, un petit peu d'ailleurs comme Beethoven, de se révolutionner lui-même dans sa vie. C'est-à-dire qu'entre les opus 20 et les opus 33, on a une forme effectivement plutôt classique, vraiment très classique. Et pour nous, les opus 76, on a déjà une porte ouverte vers ce qui va se passer plus tard, notamment le second mouvement, par exemple, de l'opus 76 numéro 1. Oui, alors ça, c'est sublime, ça, avec le violoncelle. Voilà, on a déjà... d'emblée, on est dans la douleur, le bonheur, en même temps. Exactement, et on est déjà presque dans des... On peut avoir le parfum un petit peu des seconds mouvements de Beethoven qui arrivent après. Il y a déjà quelque chose un poil romantique là-dedans. Mais par contre, effectivement, comme il a quand même toute sa vie composé plutôt composé dans le style classique, on est entre... on a une voie qui s'ouvre pour nous dans l'opus 76. Et puis chaque quatuor est vraiment magnifique. Donc pour nous, ça a été vraiment un grand plaisir de les garder au répertoire pendant toutes ces années. Et pour nous, un tel bonheur de les écouter. À chaque fois qu'on en écoute un, Alexis Gomez, on se dit, celui-là, il est sublime, et hop, on met l'autre après. Et on se dit, mais celui-là... Mais il n'y a pas un qui ne soit pas sublime dans ce cycle de 6 quatuors, opus 76. Non, il y en a exactement. Bon, il y a des perles de la couronne, par exemple le début du lever de soleil, qui est quand même un moment extraordinaire. Enfin... Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, non, pour nous, d'ailleurs, c'était une question qui revenait souvent. On nous a posé quel est votre quatuor préféré. Et alors, déjà, la première fois qu'on nous a posé cette question, on se l'était nous-mêmes jamais posé. Parce que pour nous, il y a tellement de choses dans chaque quatuor que on n'avait pas forcément de réponse évidente. Et même en se posant la question, on n'a toujours pas de réponse. Entre nous, on ne sait pas. Alors peut-être le 6, par sa particularité,
est beaucoup moins connu que les 5 premiers. Oui. Donc il y a quelque chose pour nous à vraiment à défendre dans le 6e quatuor, pour le faire connaître au plus grand nombre. Donc j'invite tous vos auditeurs à aller jusqu'au bout, à aller écouter le 6e quatuor. C'est pas difficile pour l'auditeur, ça, d'aller jusqu'au bout. Oui. Alexis Gomez Haydn, je trouve, est un compositeur génialissime, mais je trouve d'une très grande difficulté à interpréter. Justement, c'est en même temps un modèle du classicisme, mais il y a des choses très difficiles à caractériser chez lui, et entre autres, on le sent par exemple dans un mouvement de l'opus 76 numéro 5, dans le menuet, il y a des traits d'humour. Il y a toujours des traits d'humour chez Haydn quand il n'y a pas la douleur des mouvements lents. Mais ça, l'humour en musique, c'est très très difficile à jouer, non ? Alors, pour nous, c'est vraiment... la phrase, pour nous, les quatuors de Haydn se résument vraiment avec cette phrase du dialogue entre amis. Donc effectivement, il y a dans un dialogue entre amis, il y a de l'humour, il y a de la bagarre, il y a des fous. Voilà, parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, parfois on s'interrompt. Et on l'a plutôt vu comme une œuvre aussi, on l'a vu aussi comme une œuvre théâtrale dans le discours, dans la rhétorique. Donc en fait, derrière ça, il y a toute une recherche, ça nous a pris des années, avec aussi une recherche historique, puisqu'on joue sur des archers originaux, enfin les archers de l'époque classique. Alors on ne joue pas sur les instruments d'époque, on fait une sorte d'hybridation avec des instruments montés modernes, des violons et violons, violoncelles, alto montés modernes, mais avec des cordes en boyau filé. Et on essaye de trouver on va dire un setup qui permet d'avoir aussi donc cette facilité de rhétorique et d'expression et de discours. Donc du coup, pour revenir à votre question sur le comique... Enfin, je parle plus d'humour que de comique, c'est pas non plus Laurel et Hardy. Oui, voilà, de l'humour. Il faut simplement essayer de mettre parfois des mots et voilà, d'essayer de retranscrire ça avec notre bras droit et notre archet, parce que ça vient surtout de là, en fait. Donc, l'archet classique permet d'avoir des attaques plus... on va dire un jeu un peu plus détendu, et parce que l'archet est plus léger, il y a moins de crin, donc on a moins besoin de compenser, on peut un peu plus rentrer dans la corde. Donc on a et puis les attaques en général sont moins dures avec l'archet classique. Donc on peut avoir un élan beaucoup plus facile. Enfin, c'est comme ça que nous on a essayé de travailler. Et donc du coup, en fait, après, il suffit juste de discuter, de se mettre d'accord, et parfois même de se raconter nous-mêmes des histoires, de mettre des images. Et donc après, on le retranscrit sur l'instrument. Le quatuor à cause. C'est difficile, mais oui. C'était pas. C'est quelque chose qui a pris du temps. Mais c'était pas. On a trouvé des réponses avec le temps, en fait, surtout. Ce quatuor à cause auquel vous appartenez, il a 8 ans d'existence. Ça commence déjà à faire une expérience commune importante. Comment vous construisez votre répertoire ? Là, vous avez parlé des quatuors de Haydn qui vous accompagnent depuis le début, mais pour les autres quatuors, les autres grands quatuors, et ça ne manque pas ? Oui, alors en fait, alors ça c'est pareil, c'est une question difficile. Oui. Parce qu'on ne veut pas se mettre dans une case, quatuor historique ou quatuor moderne, spécialisé. On essaye d'aller attraper dans chaque compositeur notre interprétation, et aussi historiquement de beaucoup se renseigner. Donc comment est-ce qu'on fait notre répertoire ? Je dirais, dans un premier temps, on discute beaucoup sur les œuvres qu'on a envie de jouer, simplement. Les œuvres qui nous portent. Alors évidemment, tout le répertoire classique de Haydn à Schumann nous porte... on a vraiment du plaisir à travailler durant cette période. Ça nous a pris un peu plus de temps pour aller dans le répertoire moderne. Mais comme beaucoup de quatuors, les quatuors français en tout cas, les quatuors de Ravel, Debussy, c'est des choses qui nous donnent envie. Je dirais qu'on choisit vraiment avec notre envie, ce qu'on a envie de jouer, ce qu'on a envie de partager ensemble, et on tombe assez souvent d'accord.
Alors, je regardais vos programmes, les programmes que vous proposez autour de ces quatuors opus 76 de Haydn. Donc, souvent, vous faites le lien Haydn, Beethoven, Haydn, Schubert. Et il y a un programme où vous suggérez de mettre un des quatuors de l'opus 76 avec le premier quatuor de Prokofiev, ce qui est plutôt Oui. inattendu. En plus, les quatuors de Prokofiev sont très beaux, mais ce n'est pas les œuvres de Prokofiev les plus jouées. Comment vous en êtes venu à faire ce choix? En fait, il fallait, on voulait aussi avoir un spectre assez large. On va dire, il y a 4 ans à peu près, 4-5 ans, on voulait avoir un spectre assez large de l'histoire du quatuor à cordes, des musiques, des compositeurs. Et donc, c'était aussi une période où on passait des concours. Et très souvent, dans ce genre de répertoire, dans ce genre de concours, ils demandent des répertoires allant voilà, de Haydn, Mozart à parfois des créations contemporaines qui sont faites pour le concours. Et donc, on a trouvé que c'était des bonnes démarches, ne serait-ce que pour aussi nous choisir des époques, sentir un peu des parfums de différentes époques. Et on est tombé sur ce quatuor de Prokofiev, on l'a trouvé super. Et on s'est dit que ça pouvait très bien marcher avec... en fait, chez Prokofiev, il y a quand même beaucoup d'influences classiques, même dans la rhétorique et dans l'expression de la main droite. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait, dans le discours, qu'on pourrait rapprocher du répertoire classique. Et donc, et ce quatuor-là, spécifiquement, nous a beaucoup parlé. Donc on trouvait ça intéressant de le mettre en rapport avec Haydn. Alors, dans votre quatuor à cause, vous êtes deux Français d'origine, Cyrielle Golin et vous. Et puis, il y a Aya Murakami, qui est née au Japon, qui est deuxième violon. Katia Pauline, qui est altiste, qui elle est née en Russie, a étudié en Israël et vit maintenant, je crois, à Bâle. C'est quand même ce que je trouve extraordinaire, c'est comment 4 personnes comme ça, qui ont des origines musicales et géographiques si différentes, vous vous unissez musicalement et trouvez un terrain d'entente musicale, alors que vous venez d'horizons totalement différents les uns des autres. C'est extraordinaire, ça. Oui, alors je vous rejoins, c'est extraordinaire. Oui. Là, il n'y a pas vraiment d'explication, c'est vraiment les rencontres musicales. Oui. En ce qui concerne Aya, elle est arrivée en France il y a une dizaine d'années et elle est arrivée au Conservatoire de Paris. Et puis, en fait, l'histoire est assez... c'est vraiment le grand hasard. Nous travaillions avec... à l'époque, on travaillait avec Cyrielle en quatuor avec piano, et on faisait des auditions, on était dans la classe du quatuor Isaïe, il y a 9 ans, 8-9 ans. Et Aya était venue écouter l'audition du quatuor qu'on faisait. Et puis, elle nous a appréciés. Et puis derrière ça, on s'est rencontrés quelques années après dans d'autres projets. Et puis voilà. Et puis ainsi de suite. On s'est retrouvés un jour à se téléphoner parce qu'il y avait un concours à Lyon, un concours de quatuor à cordes à Lyon. Et le luthier qui s'occupe d'ailleurs de tous nos instruments est organisateur de ce concours et nous a dit à l'époque, est-ce que vous voulez venir faire ce concours de quatuor à cordes? Et il fallait qu'on trouve un second violon puisque c'était un quatuor avec piano auquel on travaillait. Et donc on lui a proposé, elle a tout de suite dit oui. On s'est enfermé pendant 3 mois, on a travaillé comme des fous et évidemment ça n'a pas marché parce que même travailler comme des fous pendant 3 mois, on ne peut pas rivaliser avec des quatuors qui sont formés depuis plusieurs années. Mais par contre, on a pris énormément de plaisir et puis on s'est dit continuons. Et puis ensuite avec Katia, c'était les changements d'altiste. Donc Katia Pauline, l'altiste. Voilà, Katia Pauline, les changements d'altiste qu'on a eu dans le quatuor. On a fait des auditions, donc ça avec des contacts de différents musiciens avec des personnes de différents horizons. Et puis alors là, on a choisi immédiatement Katia quand on a joué 1 heure ensemble. Et c'était évident pour tous les 3 au bout de 4 minutes. Oui, mais on a joué le début de l'opus 18 numéro 1 de Beethoven. Et à la fin de la première ligne, c'était elle. Oui,
opus 18 numéro 1, où déjà d'emblée Beethoven se pose comme un génie du quatuor avec son premier quatuor. Alexis Gomez, en même temps, vous parlez de Katia Pauline qui s'est introduite dans votre quatuor depuis 2 ans. C'est pas facile non plus quand quelqu'un vient ou d'une autre formation ou de l'extérieur et s'introduit dans un quatuor qui a déjà bâti un répertoire. Il faut que la personne en question retravaille tout le répertoire ou travaille ce répertoire avec des gens qui l'ont déjà étudié et s'intègrent. Ça peut être compliqué. Du coup, c'est pas comme ça qu'on l'a vu. Oui. Et d'ailleurs, c'était pareil avec l'altiste précédent. On s'est dit que, de toute façon, un changement d'altiste, comme vous dites, implique un changement de quatuor complet pour nous. Même si on reste à 3 avec les mêmes, on va dire, les mêmes idées musicales que dans les formations précédentes, le fait de changer un altiste, si on reste assez ouvert, ça apporte beaucoup, ne serait-ce que dans le son du quatuor. Pas changer un seul monde d'ailleurs, dans le son du quatuor, dans la construction du son. Et donc on a vu son arrivée comme un souffle nouveau, notamment pour les quatuors de Haydn. Elle avait énormément d'idées. Dans son orchestre, auquel elle est alto solo, à Bâle, donc au Kammer Orchester, elle joue sur instruments d'époque, elle joue sur boyau. Je crois qu'en plus ils enregistrent une intégrale Haydn des symphonies. Donc elle a vraiment un bagage important de connaissances et d'idées. Et donc ça a été carrément vraiment un plus pour nous de travailler avec elle. Elle, d'avoir déjà effectivement une stabilité. On lui a vraiment fait la place pour qu'elle puisse s'intégrer de manière confortable. Et puis derrière, elle nous a apporté un souffle nouveau sur des quatuors où on avait déjà beaucoup travaillé, donc on avait déjà beaucoup d'idées. Et donc, on va dire que ça a été des couches et des couches de travail et de changement pour arriver donc à ce disque. Alexis Gomez, vous parlez du luthier. Vous avez le même luthier pour vos 4 instruments. C'est important pour un quatuor que ce soit le même luthier qui s'occupe de tous les instruments pour trouver justement une unité dans le son complémentaire. Pour nous, oui. Pour nous, oui, parce qu'on peut discuter ensemble, on peut jouer ensemble pour lui. Et puis après, il y a aussi une relation de confiance. Il sait comment on aime le réglage de nos instruments. Ça s'est pas fait de façon... on s'est pas dit il nous faut un luthier pour les 4 instruments. Ça s'est fait d'une manière tout à fait naturelle. Aya et moi, on avait ce luthier depuis l'enfance. Et puis Aya, quand elle est arrivée en France, elle est allée avec lui. Donc déjà, c'était un premier point commun. Et puis derrière, on l'a présenté à notre violoncelliste au début du quatuor. Et puis maintenant, comme elle habite près de Lyon, elle va aussi chez lui. Et puis Katia, du fait qu'on a un alto qu'on a un alto assez incroyable qui nous est prêté dans le quatuor, et que c'est ce luthier-là qui s'en occupe, elle l'a aussi rencontré. Et donc maintenant, on travaille, en tout cas pour les réglages, on travaille avec lui. Mais c'est pas forcément quelque chose je sais pas si c'est quelque chose de forcément obligatoire, quelque chose de nécessaire. Alexis Gomez, vous disiez que ces quatuors de Haydn, opus 76, vous accompagnent depuis la création du quatuor en 2015. Est-ce que votre interprétation, elle a énormément évolué depuis Est-ce qu'à force d'approfondir ces quatuors, vraiment vous vous êtes orienté vers des interprétations totalement différentes, ou dès le début, vous aviez trouvé une voie qui correspond à celle que vous avez retrouvée aujourd'hui ? Alors, je dirais oui et non. Oui. Bonne réponse. Je pense que je pense qu'on a quand même des choses qui nous tenaient à cœur dès le début. Par contre, entre notre premier quatuor de Haydn travaillé il y a 8 ans et celui qui était le quatuor opus 76 numéro 5. C'est le premier quatuor de Haydn qu'on a travaillé. Et puis là, l'enregistrement, donc 8 ans après, je pense que c'est un autre monde. Ouais. On n'est pas du tout... et les idées ont énormément évolué. Comme je disais aussi, l'arrivée de Katia a un petit peu bouleversé aussi notre vision de Haydn. On a osé beaucoup plus de choses grâce à elle. Je dirais qu'avant elle, on était dans quelque chose d'assez... plutôt...
assez sérieux, assez ciselé, et on n'osait pas forcément prendre de tels risques. Voilà, autant de liberté. Et elle nous a permis d'ouvrir des choses. Donc, mais sur une base qui était quand même très recherchée. Donc c'était vraiment un plus pour ça. Mais je pense que non, les quatuors sont complètement différents. Je dirais même d'il y a 2 ans où nous n'étions pas avec Katia. Vous remerciez dans le texte qui accompagne ce disque, notamment Luc-Marie Aguera, qui était membre du Quatuor Isaïe. Il vous a beaucoup, vous l'avez beaucoup consulté, entre guillemets, pour cet enregistrement et pour votre étude des quatuors de Haydn. Alors pour nous, Luc-Marie, c'est un petit peu notre mentor. Il fait partie des 2 personnes qui nous ont construits. Jérôme Accoca aussi. Voilà, et Jérôme Accoca, voilà. Mais même avant le quatuor Akos, puisqu'on était chez eux, donc en quatuor avec piano, dans la classe du quatuor Isaïe. Alors évidemment, Miguel da Silva et Jovan Markovic ont eu un rôle aussi très important, mais peut-être Luc-Marie, c'est la personne avec laquelle on a le plus aussi discuté derrière, et puis avec lequel on a gardé contact jusqu'à aujourd'hui. Il est d'ailleurs à la sortie du disque, il nous suit toujours. Quand on a... alors c'est vrai qu'on ne prend plus de cours, mais on va de temps en temps jouer à différentes personnes, et c'est vrai que Luc-Marie, c'est quelqu'un qu'on voit peut-être une fois par an, ne serait-ce que pour avoir un avis extérieur. Et oui, c'est quelqu'un, je pense que c'est un très très grand pédagogue, que beaucoup de quatuors lui doivent beaucoup, je pense, et on le remercie énormément pour ça. On l'a consulté, on l'a pas forcément consulté pour le disque, pour l'enregistrement spécifiquement. Il n'était pas là dans le travail d'enregistrement, mais par contre dans le travail de préparation, il est là depuis le début. Donc effectivement, il y a forcément de ses conseils aussi là-dedans. Alexis Gomez, donc je rappelle que vous êtes le premier violon du Quatuor Akos qui vient d'enregistrer, donc vous êtes aux côtés d'Aya Murakami, Katia Pauline et Cyrielle Golin, l'intégrale des quatuors de l'opus 76 de Joseph Haydn. Je le dis d'autant plus que j'ai une passion dévorante pour la musique de Joseph Haydn. C'est quand même un compositeur qui, je trouve, n'a pas la place au sein des salles de concert ou ailleurs, qu'il mérite et qui n'a pas la popularité qu'il mérite. Quand on voit les orchestres parisiens, par exemple, ils donnent très peu de symphonies de Haydn. J'en ai souvent parlé avec des musiciens d'orchestre qui le regrettent très sincèrement. C'est une musique qui est absolument sublime, mais la manière dont elle est perçue et reçue n'est pas à la mesure de ce génie. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand vous proposez ces quatuors de Haydn par rapport à Schubert ou Beethoven... il y a quand même quelque chose de bizarre, non ? Enfin, mais peut-être que je m'égare. Alors, après, c'est vrai que il y a quelque chose de bizarre, mais il y a aussi, ça reste quand même des quatuors. Comme vous le disiez au tout début de l'interview, il y a parfois certains menuets, par exemple, où il n'y a pas grand-chose d'écrit. Et comme Haydn, on le sait, il n'avait pas un détail des nuances, des liaisons. Il y avait beaucoup de liberté qui était donnée aux musiciens de l'époque. Et donc, je peux imaginer que parfois, certains musiciens qui peut-être ne prennent pas forcément le temps ou n'ont pas le temps d'approfondir la rhétorique, le discours classique, ça peut être déroutant d'avoir par exemple un menuet avec aucune nuance, aucune liaison, plein de répétitions, de reprises, et il faut savoir en faire quelque chose. Et là, soit on est perdu, soit ça devient difficile, soit on le joue un petit peu rapidement, et donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc je pense que c'est quand même un compositeur qui est pas forcément facile d'approche au premier abord. Il faut vraiment se plonger dedans, même si sa musique paraît simple. Oui, non, mais c'est pas facile pour l'interprète. C'est une musique, je pense, très très difficile pour l'interprète, justement pour ce mélange d'esprit, d'intériorité, d'extériorité. Enfin, il y a tout chez Haydn. Mais je parle des auditeurs. Je trouve qu'il y a quand même le public ne vient pas forcément en masse. On a des très belles surprises. Oui. En tout cas, c'est qu'effectivement, ce que vous dites est tout à fait juste. On entend parfois, ah oui, moi je trouve que Haydn. Je m'embête un peu. Et puis, quand ils sortent de notre concert, ils le redécouvrent. Ah, mais c'est vrai que ça peut être comme ça. Donc, du coup, on a plutôt des bonnes surprises. Alors, je ne sais pas ce qu'ils écoutent ou est-ce que... Oui. Je ne sais pas.
je sais pas. C'est vrai que ça reste un mystère parce que c'est tout le temps rafraîchissant. Il se passe tout le temps quelque chose. C'est extrêmement riche. Enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est aussi peu joué. Après, peut-être que dans d'autres pays, en Allemagne, Oui, ou en Angleterre, il y a en Angleterre, grande popularité de cette C'est vrai qu'en musique. France, si on veut voir une symphonie de Haydn, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais, Il y a beaucoup d'orchestres, effectivement, qui jouent des symphonies de Haydn régulièrement. mais on dit aussi que c'est parce que comme la formation est moins importante que pour une symphonie de Mahler ou Bruckner ou autre, ils veulent rentabiliser les organisateurs de concerts, Ah la oui, présence là, des ça rentre musiciens. dans un autre... Oui. Là, Mais bon, on est dans un autre... là, on va revenir à l'univers du quatuor Alexis Gomez, mais enfin, faut vraiment que cette musique soit beaucoup plus diffusée parce que cette musique est tellement sublime. Ces quatuors opus 76 que vous interprétez au sein du quatuor Akos sont tellement merveilleux. Vous interprétez d'autres opus de Haydn peu à peu avec ce choix tellement important de ces autres quatuors. Donc, oui, en fait, pour nous, Haydn doit rester... c'est un petit peu comme notre... ça, Oui, vous avez deux mentors, Jérôme Acocca et Luc-Marie Aguera. Et puis le mentor compositeur, c'est Joseph Haydn. Alors c'est Joseph Haydn et Beethoven pour nous. C'est-à-dire que c'est ces deux compositeurs, je pense qu'on les a toujours eus dans nos programmes. Et c'est pas que parce que... Enfin, c'est aussi évidemment parce que c'est des grands compositeurs et leur musique est sublime, mais c'est aussi parce que il y a une sorte de pureté de travail dans le quatuor, de justesse, d'ensemble. C'est assez impardonnable. Donc ça nous donne beaucoup de... Ça nous fait bien travailler, on va dire. Oui. Ça ne veut pas dire que les autres compositeurs, c'est pas le cas, hein. Mais c'est vrai qu'on est tellement nus dans ces quatuors que d'en avoir un toujours sous le coude, de toujours travailler ces compositeurs, ça forge une technique saine. En tout cas, ça forge, et puis pour nous, c'est un vrai bonheur à écouter. Je rappelle, Alexis Gomez, que vous êtes premier violon du quatuor Akos, quatuor composé par ailleurs d'Aya Murakami, deuxième violon, Katia Pauline, alto, et Cyrielle Golin, violoncelle, vient de paraître par votre quatuor pour la collection Fravani de Nomade Musique, l'intégrale des quatuors de l'opus 76. Alexis Gomez, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité par téléphone. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec le violoniste Alexis Gomez, violoniste du quatuor Akos, je vous propose d'écouter ce quatuor, interpréter le quatuor opus 76 numéro 4 de Joseph Haydn, quatuor intitulé Lever de soleil. Je vous souhaite une belle écoute de cette œuvre magnifique, une bonne fin de soirée sur RCJ.
Merci.